Donc j'ai raté le début et donc du coup je ne sais pas comment si tu as défini les propriétés de bas niveau ou pas. Donc voilà, je vais poser une question. C'est les propriétés qui dépendent uniquement du stimulus et non pas des processus d'ascendant, quelle que soit leur nature. Est-ce que tu n'as pas fait référence à la notion d'affordance de Gibson? Non. Oui. Est-ce qu'on peut mettre en relation cette notion d'affordance que Bessier et Chateaubriand ont traduit par prise dans leur livre sur Expert et Faussaire, sur la psychologie de la perception, ce qui est peut-être qui serait une façon de connecter la notion de propriété de bas niveau à la notion de ces éléments objectifs donc, qui appartiennent à l'objet, mais qui sont en même temps ceux dont le sujet peut s'emparer perceptivement pour accéder à l'objet, qui est donc une interface entre l'objet et le sujet, et qui permet de déconstruire l'opposition objectif-subjectif. Enfin, je trouve que c'est très intéressant comme outil. C'est ma première question. Et ma deuxième question, comment est-ce qu'on peut raccorder ce que tu montres là avec la question de la perception esthétique, autrement dit, du degré auquel les sujets sont capables de percevoir non pas seulement le signifier, le représenter, le personnage dans le tableau, etc., mais aussi le signifiant, le représentant, la manière, le style, etc. Bon, c'est un problème classique sur l'émergence et l'évolution de la perception esthétique. Ce qui me trouble, c'est que normalement, le degré d'expertise et donc le degré de perception esthétique augmente avec la capacité de s'intéresser aux propriétés de bas niveau. C'est ça qui est troublant, c'est que quand on est propriété de bas niveau, on a le sentiment que c'est le stade le plus fruste de la perception. Or, les experts, lorsqu'on leur demande d'expliciter, quand on leur demande rien, ils ont un truc très global et ils font leur expertise. Mais quand on leur demande de justifier ce qu'ils font, ce qu'ils voient, remonte en fait, ou descend, je ne sais pas comment il faut dire, de la perception soit de ce que représente l'objet, soit de sa fonction, aux caractéristiques les plus matérielles, la forme d'une fenêtre, la craquelure du bois, enfin des choses extrêmement basiques qui vont devenir leur niveau d'expertise et sur lesquels ils vont d'ailleurs se disputer entre experts. Et donc il y a quelque chose d'un peu paradoxal à se dire que ce qui dans notre culture paraît le plus haut niveau de la perception, à savoir ce que raconte Huysmans sur les personnages, leur expressivité psychologique, etc., est en fait, du point de vue du degré de spécialisation de la perception esthétique, un niveau assez fruste par rapport à cette capacité à visualiser, à percevoir et à discuter les propriétés basiques que tu appelles de bas niveau. Il y a quelque chose qui est étrange, quoi, mais bon, qui est un petit peu contre-intuitif par rapport à notre perception de ce qu'est, disons, un regard expert, ou un regard lettré, ou un regard savant, enfin l'exphrasis, tout ce genre de choses. Pour la première question, celle des affordances, je n'ai pas parlé des affordances parce que là, c'est des tableaux, c'est pas un environnement écologique dans lequel donc, il y a Gibson en a parlé, il y a le problème qu'on a quand même, on est dans une représentation bidimensionnelle, on n'est pas immergé on est immergé bien sûr dans un milieu écologique, mais dans cette surface bidimensionnelle n'est qu'une partie. Mais puis aussi parce que je crois que je sais pas, il me semble que les affordances c'est un peu plus, c'est un niveau d'organisation plus élevé déjà que les propriétés de bas niveau des stimuli. Je crois que parce que c'est déjà, comment dire, il y a déjà presque du sémantique dedans parce que c'est quelque chose qui est lié à nos capacités, à nos besoins aussi, ce qui nous intéresse. Par exemple, pour un animal, c'est ce qui est important pour qu'il puisse se nourrir, donc c'est un niveau presque sémantique, parce que voilà, donc c'est peut-être entre les deux, c'est entre les deux où ça montre justement que voilà, c'est une ligne, enfin,
c'est un truc continu et pas quelque chose où on puisse faire des grandes discontinuités. Et voilà, bas niveau, c'est vraiment pour s'intéresser à un ensemble, sans doute de niveaux différents, mais qu'on peut traiter ensemble comme étant le bas niveau. Et je placerai les affordances à un niveau un peu plus complexe déjà. Parce que, là, juste, mais est-ce que tu penses qu'on pourrait transposer à ce dont tu nous parles, la distinction entre phonétique et phonologie? C'est-à-dire que phonétique, ce serait les stimuli basiques, ce que tu appelles mobilité de bas niveau, et phonologie, c'est les stimuli en tant qu'ils sont pertinents dans la perception linguistique. Voilà, sauf qu'ici, voilà, ils sont pertinents dans la vie écologique de l'animal. Voilà, oui, c'est ça. Oui, je pense qu'il y a ça. Donc voilà, avec cette complication que c'est un tableau et que, voilà. La deuxième question, oui, les propriétés. Oui, je crois qu'il y a plusieurs choses différentes. Quand on regarde la littérature esthétique au fil du siècle, il y a quand même aussi beaucoup d'auteurs qui ont insisté sur ces aspects-là. Les esthétiques sensualistes, c'est quand même beaucoup, ça a été ça aussi, c'est la patte de la couleur, donc ce n'était pas que la dimension sémantique. Et puis même après, quand on regarde, c'est plus compliqué, mais quand même il y a eu beaucoup d'esthétiques formalistes, et les esthétiques formalistes sont mis entre les deux, hein, parce que d'un côté, ce n'est pas des esthétiques sensualistes, mais ce n'est pas non plus des esthétiques sémantiques, parce que quelqu'un comme... Enfin, certaines sont purement formalistes, d'autres se servent du formalisme pour monter un sémantisme exacerbé. Enfin, Jacobson et Lévi-Strauss, c'est ça. C'est un formalisme poussé à l'extrême qui aboutit à tout est signifiant. Mais il y a des formes de formalisme qui sont proches d'un type de sensualisme, je crois. Ça, c'était pour moi, une complication. L'autre, c'est que quand tu parles des experts, les experts de peinture, leur perception est quand même beaucoup comme est notre propre perception écologique dans notre univers familier. C'est-à-dire nous avons une expertise formidable pour les signalisations, enfin les signaux visuels qui sont importants dans les feux de croisement, enfin toutes sortes de choses. Tout ce qui est, donc nous sommes des experts dans ce domaine-là. Et l'expert en peinture comment dire? Est-ce que sa vision est une vision esthétique ou est-ce que c'est une expertise? Et donc, il faut formuler la question autrement. Est-ce que l'attention esthétique est une attention d'expert? Voilà, c'est ça ma question. Et parce que si on ce truc-là avec les hiérarchies ascendantes et descendantes, ce processus d'apprentissage perceptif, il aboutit à de nouveaux automatismes, donc à une économie de l'attention. Et l'expert, c'est aussi celui qui arrive à identifier à la fois de manière fiable et de manière économique, sans devoir entreprendre trop d'études. Voilà, c'est un X ou un Y. Donc, c'est pas la même chose que ce même expert qui va dans un musée et qui regarde un tableau pour regarder le tableau. Ou est-ce que c'est la même chose? C'est ça la question. Il faudrait peut-être pas là faire la différence entre une expertise de l'ordre de la catégorisation. On va essayer de comprendre de quoi il est question. Par exemple, un chercheur de l'inventaire qui se demande si c'est une ferme du 16e ou une ferme du 18e. Bon. Et puis l'expertise au sens de la capacité à mettre en relation tel tableau avec l'histoire de l'art, avec les autres tableaux du même... ce qui est encore autre chose. Oui, qui est plutôt la expertise qui t'intéresse, non? C'est cette expertise, oui, qui est une expertise beaucoup plus... qui a une grande dimension procédurale, c'est-à-dire qui n'est pas nécessairement explicitée et peut-être pas toujours totalement explicitable. Donc
je me suis souvent posé cette question parce qu'à partir du moment où une expertise est fixée, d'une certaine manière, ça met fin à l'expérience esthétique, puisqu'on a le résultat qu'on cherchait. Et que l'expérience esthétique, c'est plutôt ce qui n'a pas encore de résultat, qui n'aura sans doute jamais de résultat définitif. C'est une sorte d'attention qui se reconduit elle-même. Et donc l'expertise, ça pose un peu la question en fait des esthétiques normatives. Parce que les esthétiques normatives, c'est des esthétiques d'expertise. Et le grand débat au XVIIIe, enfin un des débats au XVIIIe siècle, c'était la question des esthétiques normatives opposées aux esthétiques de type kantien, qui justement faisaient une distinction entre la normativité, donc ce tableau est beau parce que, et puis ce que lui pensait être l'expérience esthétique, qui n'était pas normative, parce qu'il disait, enfin, c'est mieux que moi, que vous pouvez me dire ce tableau est conforme à tel et tel, ou je ne veux rien savoir, je bouche mes oreilles, etc. Il faut que je regarde, voilà, c'est ça. Et donc la norme, elle me sert à rien, ou elle ne devrait me servir à rien dans ce domaine-là. Donc c'est toutes ces questions auxquelles moi je n'ai pas de réponse, mais qui concernent vraiment la question de la définition de ce qu'est une expérience esthétique, mais peut-être qu'on ne peut pas avoir de définition. Enfin, peut-être que c'est une famille de comportements qui ont des cas plus ou moins... Et aussi la définition de ce qu'est une expertise, parce que dans l'exemple que tu donnes, le texte de Huysmans, c'est un regard expert. Oui, tout à fait. Il y a toutes les caractéristiques du regard expert, sauf que ce n'est pas la même expertise que l'expert à qui on va demander si le tableau est authentique. Non, c'est une expertise un peu de phénoménologue, je dirais, c'est ça, c'est vraiment ça. Et d'historien d'art. Voilà. Mais peut-être pour prolonger la question de Nathalie, moi je suis frappé parce que il me semble qu'il y a vraiment des catégories de rapport à l'image différentes. Et là, tu es resté dans l'exemple que tu as choisi dans un domaine qui est celui de l'expérience de l'art, d'un contexte religieux et effectivement d'une série d'expertises, en fait d'un feuilleté d'expertise très, très complexe. Moi, je me suis aperçu, en étant confronté depuis plusieurs années aux formes de conversation vernaculaire sur l'image à travers le web et les médias sociaux, de quelque chose qui est d'abord l'extrême indétermination du rapport à l'image, et donc ce qui confirme des analyses comme celle de Howard Becker, c'est-à-dire l'importance du contexte, et en particulier du texte, de l'énoncé, quand il y en a un, mais il y en a très souvent, par rapport à l'image. Et donc, voilà, ça c'est une différence fondamentale qui me paraît très importante entre l'expérience visuelle qui est celle de la cognition et qui est elle aussi toujours dans une situation donnée, un chien qui traverse la rue. Voilà, je veux dire, c'est une situation et un contexte qui nous permet d'interpréter l'information visuelle. Et donc là, on est bien au niveau des éléments d'analyse que tu décris. En revanche, il semble bien quand même que quand on est dans le contexte, quand on est face à une image qui finalement est beaucoup moins informative et disons fait l'économie, c'est ce que nous dit Lessing, dans une image, on ne peut mettre dans une image fixe en particulier, il n'y a qu'un moment. Le peintre doit choisir le bon moment, ce qui veut dire en fait qu'il s'agit d'une ellipse, qu'il s'agit d'une condensation, qu'il s'agit d'une image où il manque beaucoup d'informations, comme le triangle dont tu nous parlais, et que le spectateur doit faire le travail de reconstitution, de complément, qui va lui permettre effectivement de reconstituer l'implicite. Et ça, il ne peut le faire finalement qu'avec d'autres éléments d'information qui ne relèvent pas de la cognition visuelle. Donc il y a la cognition, bien sûr, de la façon dont tu l'as décrit, et puis il y a, encore une fois, quand il s'agit d'images ordinaires, eh bien il se produit ce que nous raconte Roland Barthes, qui invente le punctum, c'est-à-dire simplement une interprétation sauvage, quelque chose qui n'est pas justement une lecture érudite, une lecture cadrée par l'expertise, et qui est, il lit ce qu'il veut finalement parce que ce sont des photos, c'est-à-dire des images qui n'ont pas de tradition. Oui, je pense qu'il y a deux problèmes différents que tu abordes. L'un,
c'est celui que, culturellement, certaines traditions d'image sont, comment dire, sont liées à des attentes qui font qu'on pense qu'il faut un nombre d'informations correctes pour qu'on puisse les identifier correctement, et d'autres non. Tu dis, Roland Barthes pensait qu'on pouvait dire de la photo ce qu'on voulait, c'est lié aussi au statut de la photo. Hein. Donc ça, c'est une des choses. Donc, quand tu parles des images vernaculaires, mais je pense que ça n'a rien à voir, enfin pour moi, ça n'a rien à voir avec la question du processus cognitif, parce que, en fait, pour les images qui ont ce statut, un peu comme les images, ces connaissances qu'il faut avoir, c'est comme pour les images vernaculaires. Ce n'est pas des connaissances qui sont dans l'image, il faut toujours avoir ça, non? Donc il n'y a pas de... Quand je parle cognition visuelle, ce n'est pas que de la cognition visuelle, c'est tout simplement les connaissances d'arrière-plan, etc. Parce que, est-ce que je me trompe? J'ai eu l'impression que tu nous présentais des éléments de cognition en faisant comme si les images étaient... Non, pas du tout. D'ailleurs, je n'ai pas pu aller jusqu'à la fin, parce qu'un des aspects... pour nous, centraux de ces expérimentations, c'est d'avoir des sujets différents. Par exemple, un groupe d'historiens de l'art, un groupe de spécialistes de la restauration, des spectateurs néophytes, puis de prendre un groupe et, comme on l'avait fait, on prend un groupe plus ou moins homogène du point de vue des connaissances pour autant qu'on puisse le dégager, puis on les divise en deux ou en trois. L'un des deux, on le laisse aller comme ça, l'autre, on le fait d'abord un exposé et on l'envoie, etc. Donc c'est bien ces variations qui nous intéressent et la dépendance de ces variations par rapport à des choses qui ne sont pas dans l'image. Hein, c'est ça. Mais la difficulté, et ce qu'on aimerait réussir à faire, c'est de voir comment ça s'enclenche. Parce que d'un autre côté, ce que je vois, c'est que, voilà, que ce soit une photo ou autre chose, c'est bien une image. Et ça rentre par les yeux, et c'est traité déjà. Et comment, à partir de là, je réussis ou je ne réussis pas à construire effectivement une image qui a un sens, une signification, voire qui a la bonne signification, parce que c'est pas aléatoire non plus, c'est pas anything goes, on peut se tromper, etc. Donc c'est pas du tout simplement. J'ai plus mis l'accent sur ces trucs parce que c'était lié à ce dispositif expérimental en fait. Pardon. Oui, j'avais une question parce que sur ce que de mieux j'appelle la compétence du regardeur. Parce qu'il me semble qu'entre ce qui dépend de la nature et de la physiologie, de la vision, et ce qui dépend de la culture, il y a peut-être quelque chose d'un peu intermédiaire qui a à voir avec l'évolution des usages, des compétences, enfin des propriétés physiologiques en fonction des usages. Prendre un exemple simple, ce serait intéressant de se servir de ces outils pour voir par exemple si des populations qui ont été habituées à être exposées à deux écrans en permanence, et je pense aux enfants aujourd'hui qui ne savent plus regarder la télévision sur un deuxième écran, ont une utilisation de leur appareil de vision qui produit des résultats différents avec les lunettes de ceux qui ne l'ont pas. Et je veux dire par là, pour prendre un autre exemple, c'est-à-dire que c'est des choses qui ont pu être relevées par Jonathan Crary, par Catherine Hayers récemment, qu'elle appelle technogénèse, sur la manière dont les opérateurs de télégraphe électronique aux États-Unis ont acquis des compétences auditives qui sont à l'origine finalement de l'invention d'autres machines par la suite, y compris de l'informatique. Donc il y a une forme de plasticité cérébrale sur des périodes relativement courtes pour l'espèce humaine, de quelques dizaines d'années. Oui, mais c'est simplement la plasticité des cerveaux individuels. Même, mais c'est ça là, mais celle-là, elle est connue dans notre vie, l'organisation de notre...
sinon voilà, nous serions morts après, tout de suite s'il n'y avait pas cette plasticité. Oui, bien sûr. Mais donc ce n'est pas une plasticité qui est transmise génétiquement d'une génération à l'autre, c'est simplement une fois que cette plasticité est acquise par une génération, il y a une familiarisation qui va se faire beaucoup plus rapidement pour la génération d'après, par exemple, et donc ça constitue un ensemble de compétences qui effectivement se stabilisent, se transmettent, se développent, et un peu comme il doit y avoir des dynasties de personnes qui reconnaissent les poussins, enfin s'ils sont mâles ou femelles ou des choses comme ça. Et je suis tout à fait d'accord avec donc ça veut dire qu'on regarde ce tableau différemment, et ça indépendamment des compétences culturelles pour le coup, en termes d'histoire de l'art qu'on peut avoir en place, c'est-à-dire juste sur le simple acte de porter un regard sur un tableau. Oui, mais alors typiquement, si c'est justement un triptyque, c'est intéressant, parce que justement, c'est pas un seul tableau. Oui, bien donc, sûr. Une population de gens qui a l'habitude d'avoir plusieurs écrans, ou du split screen, Non, mais il y a... Ça relève du même... Enfin, de la même question et du même genre de variabilité. C'est-à-dire, quand je disais culturel, ça impliquait aussi les compétences techniques et les développements technologiques. Ça fait partie de ce qui fait que le regard des individus n'est pas le même au sens spécifique où je l'ai dit. Mais en même temps, c'est le même. Voilà. Mais effectivement, je suis d'accord avec toi que les développements technologiques sont certainement importants, mais je pense que c'était important aussi à la Renaissance. Oui, ou même enfin, quelqu'un qui dessine, mais il y a personne qui sait mieux ça que moi, quelqu'un qui dessine, il a quand même un autre rapport quand il voit la trace d'un dessin, ou quand quelqu'un qui joue de la musique, un instrument, quand il entend l'instrument, il a un autre rapport, d'ailleurs beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus incarné à ce qu'il entend, parce que il a la mémoire de ses gestes qui intervient. Donc tout cela, pour moi, fait partie de cette même zone qui est entre les deux extrêmes, qui sont d'un côté des schèmes culturels et sur lesquels on s'est peut-être trop concentré, et de l'autre côté la physiologie, mais tout ce qui est entre les deux, c'est ça les zones les plus intéressantes. Et l'ensemble de celle-là est certainement très, très, très importante, et je pense que c'est un peu ce qui intéressait Baxendale aussi, en partie en tout cas dans son travail. Je ne sais pas, tu dois être... Et Agnès, pardon. Oui, Agnès, je t'ai oublié. C'est juste une question peut-être un peu technique, mais est-ce que ces regardeurs, tu vas les faire parler à un moment? J'ai compris que tu ne veux pas les faire parler au moment où ils ont le documètre. Ouais, mais parce que c'était tellement riche. Oui, on a... on va les faire ce qu'on avait fait, c'est-à-dire un autocommentaire, une fois qu'ils ont fait leur visite, on leur projette... et puis on leur fait faire un autocommentaire libre. L'autre, pendant la visite, il y a le micro qui est là. Si quelqu'un parle, c'était pareil, on avait fait ça avec il parle. Mais on a des grandes difficultés parce qu'on aimerait mesurer l'appréciation. Et l'appréciation, on sait que l'appréciation rétrospective, on se trompe toujours sur l'appréciation qu'on a réellement eue pendant qu'on était en train de regarder. Et il y a des méthodes pour mesurer l'appréciation online qui sont des types où à chaque voilà, oui, ou alors des choses plus qui interviennent vraiment beaucoup, où toutes les minutes, il faut noter sur une échelle, voilà, j'apprécie comme ceci ou comme cela. Donc, je n'ai pas parlé de cet aspect-là qui est le plus compliqué, et on n'a pas de solution pour mesurer ça. Mais c'est vrai que les verbalisations sont très importantes, en tout cas pour tout ce qui relève à la fois de à quoi est-ce que j'ai fait attention, parce que c'est juste après, donc on garde quand même ça en mémoire, et on va exploiter ça aussi, bien sûr. Oui. Mais surtout, ce qu'on aimerait, c'est vraiment exploiter les données quantitatives qui sont, avec les nouveaux logiciels, qui sont vraiment très, très, très révélateurs. On peut vraiment dégager beaucoup de choses. Il faut qu'ils soient exactement debout au même endroit. Non, pas du tout. Non. Parce que quand tu regardes... Mais oui, mais c'est pour ça qu'il y a l'allocentrage, qui est un logiciel spécial qui transforme l'égocentrage en allocentrage. Ouais. Si je peux regarder sur Internet.
je voulais revenir à cette dimension historique de la vision. Donc, une grande partie de ce travail, c'est de pointer un peu de Genuk, ici et maintenant. Quel est le corpus qui serait révélateur des expériences de générations décédentes? Oui, c'est essentiellement comme Baxendale l'avait fait pour la Renaissance, c'est-à-dire des témoignages écrits, quand on en trouve. Mais le problème étant qu'ici, on a cette période de latence où il n'y a pratiquement rien sur cet ensemble-là, ce retable. Et quand il y a beaucoup de choses, c'est dans un contexte historique très très différent. Enfin, Huysmans, on voyait bien à quel point à la fois il y avait cette acuité phénoménologique et en même temps cette interprétation un peu délirante du point de vue. Donc c'est un des problèmes qu'auront les collègues historiens, effectivement, pour délivrer leur partie du travail, c'est de trouver assez de témoignages pour pouvoir dire quelque chose de précis. Mais ça n'a pas besoin d'être des témoignages d'expérience de spectateurs. Il y a on peut avoir des sources indirectes à partir desquelles on peut, comme Baxendale le faisait d'ailleurs, des sources indirectes qui montrent des usages. Et à partir des usages, on peut inférer de manière... Voilà. Je voudrais dire qu'il y a énormément de témoignages expérimentaux sur les réseaux sociaux, sur Twitter ou sur Facebook. Un mème, c'est un commentaire d'image in extenso décliné en milliers de variantes. Et voilà, c'est justement ce type d'objet donne un matériau fantastique pour rentrer dans l'analyse de la réception. Alors il faut juste observer les événements d'image, entre guillemets. Voilà, on va avoir prochainement la photographie du prochain président de la République. Eh ben, il y aura une discussion animée sur les réseaux sociaux. Et ce qu'il faut regarder, ce n'est pas la photographie, c'est les réactions qu'elle provoque. Oui, mais c'est plus facile pour des choses contemporaines que pour... Oui, mais voilà, c'est un matériau. Mais comme tu dis, c'est les mêmes, c'est les mêmes mécanismes. Tout à fait. Et c'est les mêmes, épistémologiquement, c'est le même problème. Oui, tout à fait. Ouais. Alors, merci à vous.